Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde donc, sur l'habiter autrement dans les Cévennes. On accueille aujourd'hui à notre table différents intervenants. Pourquoi engager une table ronde donc, et des réflexions sur l'habiter dans les Cévennes? C'est du fait de différentes problématiques qui se posent dans le fait d'être un habitant à l'année ici, notamment du fait de l'augmentation de la proportion de résidences secondaires, du fait de l'augmentation du tourisme et des conséquences que ça a sur le prix de l'immobilier et d'une forme de décalage entre les possibilités de trouver des logements abordables et de pouvoir trouver des initiatives habitantes qui permettent de pallier ces problématiques. Et donc aujourd'hui, on accueille des collectifs habitants qui ont monté certains projets pour permettre à des locaux de s'investir à l'année. On accueille également des élus municipaux qui sont dans le fait de soutenir, de mettre en place des initiatives habitantes. Donc dans un premier temps, je vais les laisser chacun un peu définir quelles sont les ambitions de leur projet, comment est-ce qu'ils ont cherché à mettre en œuvre ces opportunités-là, et on pourra continuer avec des échanges si vous avez des questions, des interventions. Voilà. Peut-être que je vais vous laisser la parole pour commencer à définir votre projet. On se présente tous chacun et puis après on explique nos assos ou on commence à l'explication directe. Ok. Donc moi je suis Sophie, je vais laisser la parole, mais voilà, je viens pour la logeuse et dans la salle on est plein. Il y a plein de gens de la logeuse qui sont là aussi. Je crois qu'il faut parler peut-être. Est-ce que là on entend? Oui, on est au moins 5-6 de la logeuse dans le chapiteau. La logeuse, donc on est à Saint-Martin-de-Lansuscle, une petite commune de à peu près 200 habitantes. Et moi, je vais juste vous resituer un petit peu l'histoire de la logeuse. Parce qu'au démarrage, c'était en 2015. Cette année, c'est les 10 ans de la logeuse. Bon voilà, juste... en tout cas, le démarrage, c'est... moi, à l'époque, j'étais aussi élue. Je voulais vous raconter ça, comme ça fait peut-être le lien aussi avec la suite. J'étais notamment adjointe sur les histoires d'urbanisme. Et on avait une commission logement qui était extra-municipale à l'époque. Donc, ça veut dire qu'on avait des réunions une fois par mois avec au moins une douzaine de personnes, voire 15 qui venaient à des réunions, où on était donc en minorité de la mairie et plutôt des personnes qui habitaient le village, la commune qui venaient. Et on a eu l'idée d'envoyer un courrier à tous les habitants, habitantes, qu'ils soient secondaires ou principales, et un courrier qui demandait si les personnes avaient un morceau de maison, de terrain, juste une chambre, de quoi mettre un fil à linge ou du bois, enfin un petit questionnaire comme ça, et de rappeler aussi le fait que voilà, il y a, comme tu l'as un peu résumé, la problématique d'accueil, enfin que nous on n'a aucun logement à louer sur notre commune. Des fois, il y a des logements à vendre à un prix exorbitant qui fait que les personnes qui habitent sur place sont en incapacité d'acheter ces logements en général. Donc voilà, on a une vraie problématique. Ça fait que l'école risque de fermer tout le temps. Enfin, ça fait qu'on il y a une grande demande, il n'y a pas d'offre. Du coup, on a fait ce courrier et il y a eu des réponses. Et notamment, il y a eu une réponse d'une personne qui voulait absolument, ça a touché, elle a dit « Moi, je veux bien vendre la maison de famille qui est vide depuis 20 ans à la commune ». Et à cette époque, la commune, déjà, n'avait pas du tout d'argent, mais avait aussi, notre commune est surendettée, comme peut-être beaucoup de communes des Cévennes, mais aussi, la compétence logement était donc à la communauté de communes depuis quelques années. Et la communauté de communes n'avait aucun moyen à investir dans notre commune. D'ailleurs, entre parenthèses, actuellement, elle a une seule maison qu'elle est en train de revendre. Et du coup, on s'est dit, à la commission logement, on était plus sûr à être touchés par cette histoire. Et on s'est dit, non, là, en fait, peut-être, nous, on s'empare du problème et on crée une association, parce qu'on sait faire une association et que c'est possible dans ce cadre-là. Du coup, on crée une association. L'idée a plu à certaines autres personnes, du coup, qui nous ont rejoints. Donc, je sais pas, une 10, douzaine, quinzaine de personnes, on a monté l'association La Logeuse, voilà, il y a donc 10 ans. Et avec l'idée, donc notre objet, c'est favoriser l'installation pérenne en Cévennes. Voilà.
Donc c'est un peu large comme ça. Et donc on a acheté cette maison. On n'avait aucun argent et on s'est dit, en fait on va laisser la question de l'argent de côté. Juste on va s'imaginer comment on fait, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on organise notre gouvernance, etc. Parce que voilà, à la logeuse, personne n'est intéressé par ces logements. Vous voyez, nous l'idée c'est qu'on veut juste qu'il y ait des personnes qui puissent venir habiter dans notre commune. Du coup, à la logeuse, personne n'habite les logements de la logeuse. Juste on est toutes des bénévoles et on essaye qu'il y ait des logements possibles à habiter par chez nous, quoi. Donc voilà, on a monté tout ça et ensuite la question de l'argent, on s'en est emparé dans un deuxième temps et puis on a acheté cette première maison. Maintenant on en a une deuxième, ce qui fait 3 logements. Voilà, et c'est des logements sociaux, très sociaux d'ailleurs, évidemment. Et peut-être je te laisse un peu la parole. Peut-être développer un peu là sur le côté gestion actuellement, c'est-à-dire que là vous avez évoqué la mise en œuvre de ce projet à travers l'achat de maisons. Comment est-ce que sur l'aspect gestionnaire ensuite c'est mis en place? Comment est-ce que vous faites vivre ces lieux? Est-ce que vous parlez de logements sociaux? Comment est-ce que qui est gestionnaire qu'est-ce que vous entendez par logements sociaux? Alors, ce qu'on entend par le logement social, c'est juste le prix du loyer, en fait, qui est le plus bas. Il y a un barème, donc le plus bas, il correspond à très social même. Et au niveau de la gestion, donc nous, on reste l'association gestionnaire, c'est-à-dire que on reçoit les gens. On a ces 3 logements, donc c'est vraiment une goutte d'eau, mais en même temps, ça rejaillit aussi sur plein d'autres aspects de la vie dans la commune. C'est pas juste 3 habitants en plus, c'est vraiment ouvrir des volets qui étaient tout le temps fermés, etc. Et sur l'aspect gestion, je sais pas trop comment te dire, c'est-à-dire que nous, on est confrontés à être une équipe de bénévoles qui sommes propriétaires sans du tout avoir les attributs normaux des propriétaires. On essaye de travailler aussi sur la relation avec les locataires, donc d'avoir une relation qui soit pas classique, d'impliquer beaucoup les locataires dans l'histoire des lieux, ce qui est pas évident, d'avoir aussi la disponibilité, la responsabilité. C'est-à-dire quand les locataires nous appellent parce qu'il y a un truc qui marche pas, c'est forcément quelqu'un du groupe qui doit y aller. Donc tout ça, c'est des choses qu'on apprend en suivant. Je sais pas, peut-être que ce serait plus chouette de répondre après à des questions, parce que là, sinon, je pourrais rentrer dans le développement. Puis voilà, je propose de laisser la parole maintenant s'il n'y a pas une urgence. Et peut-être laisser la parole à Blandine Hélin, qui est dans un projet autre, avec la mise à disposition par la commune d'espaces non constructibles. Donc, et du coup, on est sur une autre démarche avec d'un côté l'achat pour pouvoir mettre en location du coup un achat par des privés, alors que là, on est sur un bien, sur une autre approche de la mise en place de logements abordables. Peut-être que je peux vous laisser la parole. Bonjour. Voilà, en fait, nous, Rocle, c'est un petit village du Sud-Ardèche, 240 habitants. On est un peu dans les mêmes problématiques que ce qui a été évoqué avant. C'est-à-dire qu'en fait, on est confronté à très très peu de terrains constructibles. On est en moyenne montagne. Et aussi, on est confronté à du tourisme. Donc des résidences secondaires et aussi des gîtes, etc., etc. Donc en fait, on n'a pas du tout de logement à l'année à proposer. Il se trouve qu'en fait, on a un terrain d'1 hectare qui n'est pas constructible, mais en fait, on a demandé, nous, c'est le PLUI c'est la communauté de communes en fait qui est chargée d'urbanisme, et du coup on a fait une demande au PLUI pour que ce terrain devienne stécal, c'est-à-dire que le stécal, c'est un terrain qui va avoir, on ne pourra pas construire. C'est la loi Allure de 2014 qui a permis que sur ces terrains, en fait, on pouvait construire de l'habitat léger. Voilà. Donc, en fait, grâce à cette loi Allure, on s'est dit, en fait, c'est la bonne occasion de pouvoir installer un nouvel hameau. Donc c'est vraiment une création d'un nouvel hameau dans le village, avec 9 habitations et un bâtiment collectif. Donc en fait, l'idée c'est que la commune met à disposition via un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, c'est un bail de 90, ça peut être
ça peut être moins que 99 ans. Nous, on a fait 99 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le collectif d'habitants qui va donc prendre ce bail, qui va signer ce bail, finalement, il devient quelque part propriétaire, mais d'usage, pendant le temps du bail. C'est-à-dire qu'il a les mêmes obligations qu'un propriétaire. Il va payer la taxe foncière, etc., etc. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire sinon? Actuellement, en fait, on vient d'avoir le permis d'aménager. Voilà, donc en fait, on est en cours, hein, le collectif n'est pas encore installé. Il y a le collectif d'habitants qui n'est pas encore au complet, donc il y a encore des recherches d'habitants. Pour l'instant, il y a 5 personnes dans ce collectif. Le permis d'aménager vient d'être accepté et donc là on va démarrer les travaux d'aménagement puisque c'est la commune qui va s'occuper de tous les travaux de viabilisation et qui vont être après amortis par le bail en fait, enfin par le loyer que les gens vont payer sur un petit loyer évidemment, puisqu'en fait les habitants vont payer le loyer du terrain, on va dire, des travaux pour qu'en fait l'opération elle soit neutre pour financièrement parlant pour la commune, et ils vont être ensuite propriétaires de leur habitation, voilà, et d'un bâtiment collectif. C'est eux qui s'en occupent. Nous on s'occupe, la commune, que de la viabilisation, voilà. Et après, c'est vraiment le collectif qui gère la façon de s'organiser sur le terrain, voilà, leur gouvernance, etc., etc. Évidemment, il y a quand même tout un travail qui se fait en fait entre la commune et le collectif sur le juridique, sur les statuts, sur comment en fait la commune elle veut protéger aussi le projet avec, pour que ce projet en fait il reste dans l'objectif premier, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que ça dérive pas en fait au bout de quelques années. Donc voilà, il y a tout ça qui est mis en place au fur et à mesure en collaboration avec le collectif. Et pour ça, on se fait accompagner en fait par l'association Hameaux Légers. Donc, une association qui accompagne et les collectifs et les collectivités pour justement, gérer tout cet accompagnement, parce que c'est quand même un travail vraiment de collaboration et il faut penser à plein de choses. Et nous, le conseil municipal, on n'aurait pas été, je pense, capable de penser à tout si on n'avait pas eu d'accompagnement. Parce que voilà, c'est un peu complexe et en même temps, bien accompagné, voilà. Nous, on a démarré en octobre 2024 et les futures installations des habitants, ça va être à peu près printemps-été 2026. Voilà, donc finalement, c'est pas si long que ça. Enfin, voilà. Voilà, je vais peut-être passer la parole au suivant. Voilà. Alors, nous, on n'est pas dans les Cévennes. On est à côté d'Uzès, à Sagnillac-Sagriès. Mais l'idée, c'était de venir parler un petit peu d'un autre format en habitat participatif, qui est la coopérative d'habitants. Donc là, en fait, la coopérative d'habitants, on se retrouve, nous, à avoir créé une coopérative et à être à la fois sociétaire de cette coopérative qui est la propriétaire, c'est la société qui est propriétaire en fait des biens immobiliers, et locataire également de cette coopérative où on va payer un loyer pour habiter au sein des logements qui sont détenus par la coopérative. Voilà, donc Gécologie, c'est ce fonctionnement-là, avec une redéfinition un petit peu d'éléments de ce que c'est la propriété privée au regard de l'immobilier. Parce qu'en fait, en tant qu'habitant, on est effectivement propriétaire de parts sociales de la coopérative. Et c'est un outil qui est assez intéressant, même très intéressant, pourquoi je dis assez, pour lutter contre la spéculation immobilière, parce que les parts sociales, en fait, elles ont une valeur qui est définie. Donc, en fait, en tant qu'habitant, on met des parts sociales dans la coopérative, et ensuite, quand on veut plus être habitant, on récupère les parts sociales qui ont été éventuellement valorisé de l'indice de référence des loyers ou d'un indice des prix à la consommation, mais c'est tout. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire que on va pas acquérir un bien immobilier qui va ensuite prendre une valeur qui nous échappe un petit peu et qui d'ailleurs
complètement décorrélé des revenus des habitants. Là, c'est quelque chose depuis les années 70. Il y a des graphiques qui sont hyper éloquents là-dessus. C'est qu'on a un prix de l'immobilier qui est démesuré. Dans l'usage, c'est démesuré aussi. Donc, l'idée, c'est effectivement d'apporter ces éléments-là pour permettre à des habitants, habitantes de pouvoir, à un moment donné, avoir un loyer qui est relativement faible et avoir mis des parts sociales dans la coopérative d'habitants. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus ? Combien de foyers ? Il y a 11 foyers au niveau de la coopérative. 11 foyers. Alors, actuellement, on est 10 foyers parce qu'il y a un foyer qui est parti en août dernier. Donc, on est en recherche d'habitants. Avec tout un fonctionnement intergénérationnel, etc. Je peux parler de plein de choses autres. Après, de ce que j'ai compris, c'était vraiment sur habiter autrement et quels sont les possibilités de faire autrement par rapport juste au principe d'acheter, par rapport aux histoires de résidences secondaires, etc. Donc là, nous, effectivement, on a fait le choix d'avoir par exemple des logements qui sont plus petits et d'avoir de la mutualisation d'espace, mutualisation de chambres d'amis. On a un agenda partagé avec des chambres d'amis et du coup, lorsqu'on reçoit des amis, on va réserver les chambres d'amis correspondantes. On a essayé de réfléchir sur la sobriété dimensionnelle des habitats. Par exemple, nous, on est une famille de 4, 2 adultes, 2 enfants, et on vit dans 85 mètres carrés. C'est pas non plus... Et en fait, ça convient très très bien. Et globalement, on a effectivement ensuite des logements qui sont plutôt aux alentours de 50 mètres carrés, 65 mètres carrés. Voilà. Donc ça aussi, c'est des choix qu'on a pu faire. Alors après, on a fait de la construction. Quand on est en rénovation, c'est parfois un peu plus compliqué. Il peut y avoir un peu plus de contraintes. Mais voilà. Et l'idée à terme, alors pour l'instant, les loyers remboursent les emprunts bancaires qui ont été faits par la coopérative d'habitants. Mais à terme, on va se retrouver effectivement avec des loyers qui vont baisser drastiquement lorsque les emprunts auront été remboursés. Et on est bailleurs sociaux aussi. La coopérative d'habitants a eu un agrément de la préfecture pour être bailleur social. Donc on est sur les 11 logements, il y en a 7 qui sont effectivement en logement social. Voilà. Et de l'autre côté, avec les gens, les différences de revenus de chacun, est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui mettent prennent beaucoup de part? Il va pouvoir répondre peut-être. Avant de répondre à cette question, je voulais souligner le fait qu'on a été très aidé par les collectivités locales. D'abord, la mairie avait un projet d'habitat, d'éco-quartier. C'était le premier du Gard, et dans lequel on est venu assez facilement se fondre. Ça, c'est la première chose. Et on a été aussi, en le saucissant un peu, aidé par le département, et également la région nous a donné une subvention qui a été assez importante. Voilà, c'est quand même important de voir que on n'était pas un groupe, que les collectivités publiques nous accompagnaient. Alors, au niveau du financement, nous avons apporté alors, disons, pour simplifier, les anciens avaient un peu de capital et des retraites souvent modestes, et les plus jeunes avaient des revenus qui étaient pas monstrueux, mais qui existaient, et pas de capital. Donc c'est la fusion des deux éléments différents comme ça qui ont permis de faire un financement de départ. D'autre part, on a eu une subvention de la région. À l'époque, la région avait un programme qui aidait la création de lieux comme le nôtre. Et puis, on a fait un emprunt qu'on rembourse
sur 20 ans, hein, ou 30 ans. Et en plus, ayant un certain nombre de gens âgés, la politique de l'État et du département a fait qu'on a eu des prêts à la CARSAT, qui est une caisse de retraite, sur 30 ans aussi, à taux zéro. Voilà. Donc c'est un message de tout ça qui nous a permis d'avancer. Bonjour, donc nous sommes la commune d'Anduze, donc je suis avec Marion qui est conseillère municipale et moi maire d'Anduze, et puis il y en a d'autres dans l'assistance aussi qui pourront répondre aux questions avec moi. Donc Anduze, c'est entre la Plaine et les Cévennes, c'est la porte des Cévennes, 3500 habitants à peine, et donc avec une forte attractivité touristique et en même temps quartier politique de la ville pour ce qui est du centre-ville. Donc nous on est élus, et dans l'agglo d'Alès aussi, voilà. Donc Anduze, malgré qu'elle soit dans l'agglo d'Alès, a gardé une fonction de centralité pour tous les villages autour, voilà, ça c'est important aussi. Et donc nous on a été élus en 2020, et ce qui nous a semblé, c'est que pour se projeter Anduze dans l'avenir, c'était important de maîtriser l'urbanisme, c'est-à-dire contre l'étalement urbain qui était quand même assez prégnant sur Anduze, et puis la récupération des terres agricoles et naturelles. Donc c'est ce qu'on a inscrit dans notre nouveau PLU, plan local d'urbanisme, qui avec des objectifs comme on dit ZAN, zéro artificialisation nette. Et vous savez, c'est ce qui est en train d'être détricoté en ce moment par le Sénat et les différentes lois, voilà. Donc nous on était là-dedans, et on a gardé notre PLU, mais du coup le fait qu'on ait ce PLU, ça a accentué la rareté de la terre constructible, et donc ce qui est rare est cher, donc voilà, ça fait partie des effets induits négatifs, et en même temps donc il faut faire avec, et donc pour lutter un peu contre la spéculation de ces terres rares, donc voilà, donc on s'est dit comment on va habiter Anduze, qu'est-ce qu'il faut préparer. Donc il y a plusieurs axes, on a plusieurs projets et plusieurs axes. On a un projet d'habitat inclusif pour 10 personnes âgées ou porteuses de handicap, avec l'outil logement social également au centre d'Anduze, pour pouvoir rester autonome jusqu'à la fin, et tout en étant inclus dans la cité, voilà, en gardant une relation sociale et un rôle social jusqu'au bout. Ensuite, il y a la rénovation du centre ancien, avec l'objectif justement de récupérer des logements pour vivre à l'année. Donc là, il y a eu... oui, ça marche pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais il y a quand même 15 logements qui ont été rénovés, une copropriété, des logements, 8 logements rénovés, adaptés. Bon, des façades, quand vous passez dans Anduze, oui, on voit qu'il y a des façades qui sont refaites, mais aujourd'hui, ça c'est en route, on va dire, et on se pose on aimerait bien aller plus loin en termes comment accueillir, par exemple, les initiatives collectives, comme il y a par ailleurs dans un centre ancien comme Anduze, parce que c'est aussi une des clés d'habiter demain, que d'avoir une autre manière de voir l'habiter ensemble, Voilà, ça c'est quelque chose on en est là aujourd'hui, se dire comment on peut favoriser les initiatives collectives. Et puis il y a un projet d'éco-quartier en entrée de ville, où là il y a 5 hectares qui peuvent être construits avec du logement abordable, dont 30% de logement social. Alors on a préempté par exemple un terrain avec l'aide de l'établissement public foncier régional, et là sur ce terrain on se pose la question aussi quel type d'habitat on pourrait mettre en place. On n'est pas obligé d'avoir un lotissement, même si c'est d'habitat abordable, ça pourrait être notre type d'habitat. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui on en est là, avec sachant qu'on a fait une
petite expérience un peu négative, c'est-à-dire on avait prévu un terrain dans le cadre du PLU qui était destiné à, c'était écrit comme ça, à de l'habitat différent, participatif, c'était ouvert. Bon, il y a eu un tollé général au niveau des habitants, du quartier, et ça a fait, depuis ça a permis à l'opposition de se construire là-dessus. Donc voilà, on a dû, le commissaire enquêteur est allé un peu dans leur sens, on a dû abandonner ce projet sur ce terrain. Bon, ça peut se faire ailleurs, mais voilà, je le partage parce que ça fait partie des freins qu'on a, peut-être nous, que vous avez un peu moins dans les communes très rurales, parce nous, on n'est pas en perte de population. Les écoles sont, depuis qu'on est là, on a créé une classe et elle est maintenue pour le moment. Voilà, peut-être que ce ne sera pas toujours, mais on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux. Et concernant l'habitat léger notamment, on a eu, par exemple, le seul projet de Stécal qu'on a eu pour notre PLU, c'était pour du tourisme. Voilà, c'est pas pour des personnes, un collectif qui veut venir. Enfin, il y en avait deux, un pour de l'agriculture, un pour du tourisme. L'agriculture, il n'est pas allé au bout. Faute de, enfin, c'est parce que le projet de la personne n'est pas allé au bout, mais le Stécal touristique, il est inscrit sur le PLU. Bon, voilà. Il n'y avait pas de raison de le refuser, donc on ne l'a pas refusé, mais c'est un peu dommage que ça soit que pour le tourisme. C'est un peu notre réalité, elle est là, donc voilà, c'est un petit peu différent, et c'est comment quand même on laisse la place aux autres initiatives collectives d'advenir. Je ne sais pas si tu veux compléter. Peut-être éventuellement. Au niveau d'Anduze, comme Saint-Jean-du-Gard, on fait partie des petites villes de demain. Et on a bénéficié d'un programme d'aide, surtout, pas financière en fait, mais comment on appelle ça ? D'ingénierie. On a mis très longtemps à comprendre d'ailleurs, parce que je pense que toutes les petites villes de demain disent ouais, il y a des sous, non. Mais c'était déjà pas mal. Et en fait, on a utilisé énormément cette ingénierie pour plein de choses, parce que c'est pas 12 élus ou 24 qui vont arriver à faire avancer les choses. Et maintenant, on est un peu à sec sur l'ingénierie, je pense. Ça nous a quand même permis de réaliser pas mal de choses, et surtout de vouloir continuer à s'inscrire dans ce mouvement. Il y a des choses à faire, et surtout à s'inscrire d'abord dans à se reconnaître comme un bourg-centre rural. Vraiment, faut pas se la péter, quoi. Juste, je divague un peu, mais par exemple, je pense qu'un événement comme il y a eu sur ces 3 jours, c'est extrêmement important, et j'espère que le relais va se faire et être. C'est un peu le rôle des bourgs-centres d'essayer d'accueillir ces convergences, et voilà, j'ai un peu divagué, excusez-moi. Peut-être juste un mot pour dire que ce qui nous préoccupe aussi, c'est notamment ce que Marion porte, c'est le rapport qu'on peut instaurer entre son environnement proche et son habitat quand on est en centre-ville, on va dire, comme Anduze ou Saint-Jean-du-Gard, où il n'y a pas forcément de jardin. Tout le monde cherche un jardin, mais c'est comment on va permettre l'accès à tous à la nature et au jardin vivrier. Voilà. Et donc ça, on travaille là-dessus aussi, c'est notamment Marion qui travaille. Voilà. Dans la notion d'habiter autrement, on a beaucoup abordé du coup la mise à disposition de logements, mais vous êtes tous à travers vos projets aussi dans le fait de réfléchir au collectif, dans le fait de réfléchir aussi au rapport de pouvoir avec les élus locaux, les municipalités qui sont des vrais leviers ou freins en fonction de la posture qu'ils incarnent. Et donc, est-ce que vous pourriez peut-être parler un peu de ce côté-là ? Je sais par exemple que J'écologiste, vous parlez de sociocratie, d'un mode de gouvernance qui est particulier. Est-ce que vous pourriez un peu développer cette démarche-là du collectif et de la gestion du commun ? Je crois que pour aborder ce point, on peut l'aborder par une peur qu'on rencontre quand on parle
de notre aventure, c'est vivre à plusieurs, c'est compliqué. Et je ne sais pas si c'est une pensée qui vous habite, mais on la rencontre très souvent. Donc, cette réalité du vivre ensemble et à travailler, on l'a mis en œuvre dès le début. Il se trouve qu'on a commencé notre aventure dans un autre endroit qu'on a dû quitter. Donc on a fait un chemin assez long d'une dizaine d'années. Et à partir du moment où on a trouvé à Sagnac le lieu qui nous convenait, ça a duré 5 ans. Et donc, dans le premier groupe dans lequel j'étais au départ, on a mis en œuvre très vite ces éléments de vivre ensemble et de comment il faut s'organiser. En fait, on a décidé très vite de faire des groupes de travail. Nous en avons 4, on pourra les préciser. Et puis, les groupes de travail préparent des propositions à une plénière. Donc, nous avons une plénière 2 fois par mois dans lequel on prend des décisions et puis on partage des informations importantes dans le groupe. Donc ce dispositif structurel, je dirais, est fondamental. Mais au-delà de ça, on a 2 choses qui nous servent vraiment quotidiennement. La première chose, c'est la décision par consentement. On pourra expliquer plus en détail si vous le souhaitez. Mais en gros, c'est une méthode qui facilite beaucoup la prise de décision en mettant en valeur les réticences de chacun qui sont un peu au départ cachées et qu'on aide à rendre visible le groupe à ce moment-là, se mettant au service de la personne qui objecte, et pour l'aider soit à dépasser son objection, soit si elle la maintient, de remettre en cause la décision qui se préparait. Donc ça, c'est vraiment dans nos plénières où on pratique ça continuellement, en plus des techniques habituelles on ne prend pas la parole mais on la demande, on prend des notes pour ceux qui n'ont pas pu venir, etc. Mais ça, c'est habituel. Encore faut-il le mettre en œuvre. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que les groupes de travail, en fait, il y a un animateur et une personne qui le seconde. Et pour le choix de ces personnes, tous les 2 ans, on n'est pas d'accord. Mais vivent tous les 2 ans. Voilà. On a un processus assez long mais intéressant de désignation de qui va prendre le rôle d'animateur et de second. Voilà. Par élection sans candidat. Par élection sans candidat. Oui, ce que je trouve intéressant en fait dans ce genre de démarche, c'est que, je vois tout le travail qu'on est en train de faire entre la commune et le collectif d'habitants. Je trouve que c'est vraiment se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut pour demain, en fait. Et sur un bail à 99 ans, évidemment, il y en a beaucoup qui seront plus là. À ce moment-là, mais c'est vraiment comment on imagine le choix qu'on fait aujourd'hui pour
pourquoi on le fait, et justement trouver un compromis pour qu'en fait, et le collectif d'habitants s'y retrouve, et la commune. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment aussi permettre aux habitants de s'impliquer vraiment et de construire ensemble. Et je trouve que ça change de juste avoir un terrain et de faire des parcelles. C'est autre chose, hein, je dis pas que... Voilà, mais la démarche de l'habitat participatif, ça entraîne ça aussi. C'est-à-dire qu'on construit ensemble. Et le collectif d'habitants qui va construire et qui va s'occuper de la gouvernance, de comment ils envisagent de vivre ensemble, etc., les règles, etc. Et nous, on a travaillé vraiment en concertation donc avec le collectif, avec la DDT, avec la communauté de communes, comment ensemble, en fait, on essaie de construire quelque chose qui soit respectable pour l'environnement, qui protège les habitants par rapport au feu, enfin voilà, tout ça. Et je trouve que c'est chouette par rapport à ça aussi. Enfin voilà, c'est autre chose quoi. C'est vraiment apprendre à faire ensemble, à réfléchir ensemble et à voir tous les enjeux qu'il y a. Enfin voilà, je voulais rajouter ça. Ouais. J'ai rajouté un mot sur ce même point. Quand on est arrivé, on est arrivé dans en fait, notre territoire à une ville-centre qui est très classique, dans laquelle il y a des problèmes que vous soulignez, de difficultés à se loger, parce qu'il y a un tourisme développé. C'est la ville d'Uzès, avec un maire qui est là depuis plus de 40 ans et qui tient sa commune vraiment de manière très classique. Donc, mais il y avait autour tout un ensemble d'associations alternatives, on peut dire, qui étaient déjà très vivants. Et depuis qu'on est là, ce groupe d'associations alternatives s'est développé et on vient de créer une association pour nous relier, pour avoir un peu de financement et de se situer dans une dynamique citoyenne en liaison avec les élus du territoire qui voient notre activité d'un œil positif et pour être acteur du territoire en liaison le plus possible avec les élus, mais avec une démarche citoyenne. Pourquoi je dis ça? C'est que au-delà d'habiter ensemble, dès le début, et ça se développe, ça s'émeut bien, pas seulement grâce à nous. Là, il nous a paru intéressant, et en ça, je vous disais la même chose, de se penser non pas comme un groupe d'habitants, bien sûr, c'est essentiel, mais en liaison avec le territoire et être acteur à notre mesure, parce qu'on est un petit groupe, de la dynamique du territoire. Voilà. En fait, je trouve que c'est super intéressant de confronter les expériences. En fait, à chaque terrain, il y a sa stratégie, on va dire. Et je voulais aussi dire qu'à la logeuse, ça nous est un peu tombé dessus comme ça. Parce que des maisons, il y en a plein dans notre village, mais juste elles sont fermées. C'est-à-dire qu'elles sont utilisées un tout petit peu si elles sont en résidence secondaire, mais il y en a aussi, elles ne sont pas du tout utilisées. Donc c'est nous, ça a été notre entrée dans ça, mais on était aussi évidemment intéressés par tout ce qui concerne l'habitat léger, qui se fait en fait sur nos communes, mais qui convient pas forcément à tout le monde. Et aussi l'idée de faire du logement locatif, c'est qu'on a constaté que les gens, quand ils arrivent, ils ont envie de s'installer parce que il y a déjà en fait de la vie sur cette commune et plein d'associations. Donc bien sûr qu'on s'est appuyé dessus et que souvent ils ont besoin d'un temps pour trouver leur place, pour trouver leur solution de logement à eux, qui va passer par différentes choses et tout. Et donc
voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, nous, on s'est adapté aussi à notre territoire, donc on n'a pas tellement été dans les institutions, mais par contre, on a été hyper fort soutenu. D'abord, on a été obligé d'être inventif et on a été hyper fort soutenu par les habitants de notre village à chaque fois qu'on a fait des événements pour avoir des sous, enfin, etc. Et par les habitants plus largement. Donc, en fait, ça a créé une sorte de mouvement qui se répercute sur plein de choses et du coup ça a été vraiment notre manière de fonctionner, du coup beaucoup dans la démerde et avec plein d'inventivité et des moments juste je trouve géniaux qu'on a créés tous ensemble avec les gens du coin et tous les amis des amis et les assos et tout ça s'est passé comme ça par capillarité. Je crois que tu voulais dire aussi après. Oui, je peux rajouter un petit mot? Juste comme on est sur le vivre ensemble là, c'était juste pour dire qu'à la logeuse, alors nous on n'habite pas ensemble, mais pour nous on habite ensemble notre commune, enfin notre territoire. Et du coup, pour nous, habiter ensemble, c'est, voilà, t'as dit il y a plein d'assos. Sur notre commune de 200 habitants, il y a 20 assos. Et juste à travers la logeuse, c'est comme tu dis une porte d'entrée, mais où en fait on organise un événement. Une fois tous les ans, tous les 2 ans, ça dépend, mais où en fait on vient toucher aussi à plein de questions et à comment on fait du commun, comment on réfléchit ensemble justement à toutes ces questions avec l'ensemble des personnes qui ont envie de s'en emparer sur le territoire. Et du coup, juste c'était pour dire, par exemple, il y a différentes échelles d'habiter ensemble. Moi, je vis sur une ferme collective depuis plus de 15 ans. C'est aussi notre manière d'habiter ensemble, mais je trouve qu'on fait vraiment collectif à la logeuse, parce que ça fait quand même 10 ans que ce groupe y tient. On a réfléchi à notre gouvernance, on a revu nos statuts plusieurs fois pour éviter les problématiques qui pourraient arriver, mais en même temps, évidemment, on a toutes nos décisions aussi au consentement, on fait des comptes rendus de réunion, enfin voilà, c'était pour répondre aussi un peu à ta question de tout à l'heure. On a un tableau des tâches, qui s'organise comment. Aussi, on est bénévole pour l'achat de ces maisons et organiser toute cette vie, mais aussi pour faire les travaux des maisons. Et quand on fait les travaux, il y a aussi plein de personnes qui viennent nous aider, qui font pas tourner la logeuse, qui sont pas dans l'asso, mais qui sont comme membres amis et qui viennent faire les travaux avec nous parce que ça leur parle, cette histoire. Et ce que je voulais dire, c'était du coup, on habite ce territoire et par exemple sur cette histoire de PLUI, nous, il vient d'être finalisé et il a mis plus de 20 ans à être fait. Et en fait, la logeuse, on a beaucoup porté cette histoire de essayer de créer des nouveaux hameaux sur notre commune. Donc je pense comme on a poussé le truc un peu à l'extrême avec la mairie, au final, on a quand même réussi la mairie a réussi, avec le bureau d'études, à faire 3 petites zones qui ne sont pas des stécales, qui sont des zones à habiter, à urbaniser, parce que c'est plus petit un stécal, et que là on a vraiment réussi à créer 3 zones. Bon, nous à la base on en avait visé 8 immenses, donc on a quand même 3 zones qui pourraient faire des nouveaux hameaux. Bon voilà, et maintenant c'est toute une discussion à avoir, mais rien que d'avoir fait ça, c'est ça aussi habiter ensemble, ça a fait des discussions avec tout le monde, avec les personnes aussi qui sont en résidence secondaire et qui venaient pour dire mais nous on veut pas du tout qu'il y ait des nouveaux habitats autour de chez nous, et d'ailleurs on fait des courriers qu'on va envoyer à tout le monde, au parc, on est dans le parc national des Cévennes, à la DDT, à la commune, etc., à la Comcom, pour dire ça suffit, on va respecter tous les règlements et on veut plus voir de verrues dans le paysage, par exemple. Donc les verrues, c'était certainement certaines yourtes, parce qu'il y a quand même plusieurs habitats, comme tu l'as dit, légers sur notre commune, vu qu'il n'y a pas d'habitat. Et du coup, voilà, ça a fait vraiment des discussions politiques, et c'est ça aussi, habiter ensemble, et aussi de dire à des personnes, en fait, on n'est pas juste à vivre, il n'y a pas juste des cartes postales, et où nous, on serait là à devoir être posés et à pas bouger. Juste, si les personnes qui habitent là, elles entretiennent pas ce territoire, par exemple, elles le font pas vivre, juste quand vous allez arriver, entre les sangliers et les épisodes, il y aura même plus de chemin pour aller chez vous. Du coup, voilà. Il y a vraiment tout un discours avec des allers-retours avec tout le monde, de s'emparer de cette question-là. Et c'est ça aussi, vivre ensemble, même si des fois, on n'est pas tous sur la même maison. Je pensais que dans les thématiques de ces 3 jours, il y avait habiter, et puis il y avait autonomie et eau. Et je trouve que la chose importante par rapport à, entre autres, la logeuse, c'est que quelque part, la question de l'autonomie, elle s'est posée tout de suite. C'est-à-dire, c'est de ne pas faire un référent à une quelconque institution, mais de contraire, de penser, ce que tu as à peu près développé, Anne Pascal, de penser que les habitants s'organisent hors des institutions existantes déjà,
mais que la réussite quelque part de la logeuse, bien au-delà d'avoir acheté 2 maisons, enfin 3 habitations et peut-être même une 4e bientôt, c'est d'avoir trouvé une espèce de dynamique où soudainement les questions de l'habité et de l'habitat étaient directement posées aux habitants eux-mêmes et pas avec un intermédiaire qui venait dire vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose à revendiquer comme une dimension réellement importante par rapport à ce qu'on a fait. À Sanilhac, on a 54% RN en 2022, donc c'est un peu, on se retrouve ensuite avec des interrogations, et habiter autrement, ça pose la question de l'altérité, et cette question, elle peut être rugueuse. Donc par rapport à ça, un exemple, c'est qu'on s'est retrouvé avec des parents de mes enfants, enfin un copain d'école de mon fils, et dont les parents sont venus chez nous et qui nous ont avoué à un moment donné qu'ils pensaient qu'on était une secte. Donc c'est toutes les représentations ensuite qui se font s'ils sont pas propriétaires, ils sont pas locataires, ils sont en habitat collectif, participatif, etc. On connaît pas, et d'un seul coup il y a tout plein d'imaginaires qui sont véhiculés, et qu'il faut y aller avec son petit bâton de pèlerin pour aller vers l'autre, aller vers les habitants qui sont là depuis parfois X générations, depuis 1600, les grandes familles des villages, etc., pour pouvoir leur dire, mais en fait, non, mais en fait, vous êtes des gens normaux. Ah, ben oui, a priori, on est relativement normaux. Mais voilà, enfin, c'est aussi, nous, des difficultés qu'on peut avoir avec le voisinage. Pour rebondir ce qui vient d'être dit, c'est qu'on peut constater qu'aujourd'hui, avec cette crise du logement qui n'en finit pas, et qui prend des proportions très importantes et très graves, et un gouvernement qui laisse les choses faire, donc c'est le marché qui forcément s'empare, et avec toutes les conséquences. Et nous on se retrouve dans une situation assez... Et j'ai pu constater aujourd'hui dans notre vallée, sur la Salle, sous d'Orgue, qu'aujourd'hui il y a pas mal de gens qui ont vécu, il y a plusieurs strates dans l'habitat, il y a des gens qui sont en camion, des fois qui sont en yourte, qui passent en locatif. Et aujourd'hui, de nier cette situation, aujourd'hui c'est une réalité. Moi je vois dans le village de la Salle, il y a pas mal de gens qui ont vécu d'abord en yourte ou en camion. Et ça, on le voit dans de nombreux endroits. Et moi, à titre perso, je vis aussi en camping-car toute l'année, sur un espace public. Le locatif manque, et c'est une réalité. Alors moi, l'habitat léger est une solution, je suis assez porteur de l'habitat léger, mais on a un autre problème qui se pose dans l'habitat léger, et c'est pour ça que je vous posais la question sur Roc, dans le village, et je trouve que c'est une bonne chose, je pense que c'est une solution, l'habitat léger, mais après on a un nouveau problème qui est posé. Est-ce qu'il y a une sélection des gens qui vont vivre dans ce hameau ? Parce que moi, je ne suis pas favorable qu'on fasse de tri dans la situation sociale du pays et des gens. Et je crois qu'il y a une déviation qu'il peut avoir maintenant, c'est qu'on fasse une sélection. Alors, c'est la question que je vous pose. Ce que nous, on a fait, ce qu'on est en train de faire sur Rocle, les limites de ça, c'est qu'il faut quand même avoir un petit peu de sous, parce que mine de rien, on va construire son habitat qui est léger, certes, mais qui est quand même pas non plus 3 palettes, et voilà. Et donc, il y a cette histoire-là. Après, c'est aussi le collectif d'habitants qui peut, s'organiser pour qu'il y ait des facilitations au niveau de comment on se répartit les frais, etc., etc. Nous, on a dû choisir. La commune, elle a dû choisir. Il y a 2 collectifs d'habitants qui se sont présentés. Franchement, on avait trop les boules de devoir choisir. Mais il y avait plus de monde que de place, on va dire. Et on s'est un peu torturé le cerveau. On avait très envie, en fait, que le projet aboutisse avant la fin de notre mandat. Et du coup, je crois que ça a joué. Il y a plusieurs éléments qui ont fait qu'on a choisi un des collectifs. En fait, il y avait un peu un collectif, on va dire, un peu plus âgé,
dont il y avait des habitants, des habitants du village. Il y avait déjà des habitants dans le groupe du village. Et il y avait un collectif de gens plus jeunes, voilà, plutôt des trentenaires. Voilà. Et c'est vrai qu'on a choisi le collectif des gens plus âgés. Il y avait aussi le fait que c'était déjà des habitants qui étaient investis et le projet nous semblait plus apte à aller au bout de cette histoire et on avait vraiment c'est pour nous, on voulait vraiment que le projet aboutisse. Donc en fait je suis pas ça a cette limite là effectivement qu'en fait. Mais est-ce que je suis pas sûre que de toute façon, ça règle pas tout en fait. C'est un petit endroit et il y a plein d'autres endroits pour régler le reste, etc. En fait, ce que vous dites sur l'histoire ou toi aussi, ce que tu dis sur les gens qui habitent dans la forêt, qui s'installent en yourte de manière illégale, on a aussi voulu mettre en place ce hameau par rapport à ça. Après, je pense que ça offre des possibilités, mais ça ne va pas forcément enlever complètement ça. Parce que c'est encore d'autres endroits, même si ça peut faciliter. Créer du logement à l'année, du logement en location, c'est encore autre chose. Je pense qu'en fait, il faut taper à plein d'endroits. C'est pas juste ça, c'est pas la vérité. C'est un endroit où ça peut convenir à des gens. Et puis il y a aussi tous les autres endroits où il faut continuer à travailler dessus, c'est évident. Enfin, nous on a pour l'instant 4 logements en location. On souhaiterait en faire plus aussi. Après, ça veut dire acheter les bâtiments, faire les travaux. Donc c'est des histoires de sous, mais voilà. Il y a plein d'endroits possibles en fait. Voilà. Et la question de la sélection, c'est quelque chose qu'on aborde dans le cadre du projet il va bientôt être construit, de l'habitat inclusif, puisque l'outil c'est le logement social, c'est le bailleur social, la CEMIGA, qui va construire, c'est pas la municipalité. Donc ça veut dire qu'ils ont l'habitude de fonctionner avec des commissions d'accès au logement, tout ça, avec leur sélection. Et donc on a, au niveau du département du Gard, on fait partie d'un comité, Indus fait partie d'un comité de pilotage là, pour discuter avec les bailleurs sociaux pour justement introduire autre chose, c'est-à-dire oui, il y a la question des revenus, hein, voilà, ça c'est pas très compliqué puisqu'il y a 70-80% des Gardois qui peuvent accéder au logement social, donc mais après c'est il faut que ça soit basé sur le projet de vie partagée en fait, et donc c'est en fait c'est le travail de ce groupe-là qui petit à petit doit faire, j'allais dire, une auto-sélection dans le sens où tout le monde finalement n'aura peut-être pas envie d'aller au bout de cette vie partagée, et du coup c'est comme ça que nous on le défend, que ça soit le collectif qui soit un peu, et la municipalité qui accompagne, qui soit aussi maître de qui va habiter là dans ce lieu-là, parce que si on s'en tient aux sélections d'aujourd'hui, ça va pas fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est en discussion, mais bon, on va y arriver, je pense. Et donc, en effet, je suis d'accord, s'il n'y a que des masses entre 500 000 et 1 million d'euros, personne ne peut s'installer. Donc l'habitat alternatif avec ne serait-ce que des yourtes ou autre, pourquoi pas. Maintenant, il se pose quand même des problèmes concrets techniques, c'est-à-dire l'eau. Il y a des masses qui commencent à n'avoir plus d'eau, des masses anciennes qui ont plusieurs siècles. Donc il va se poser ce problème-là. Ensuite, moi je veux bien qu'on mette des yourtes partout et ça ne me gêne absolument pas. Mais imaginez dans l'Aude, les montagnes seraient remplies de yourtes avec l'incendie qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? Comment on fait? Cet habitat léger, il a quand même des contraintes. Je vois de chez moi la vallée, quand j'étais gosse, il y avait des troupeaux, les vallées étaient entretenues. Depuis, il y a des pins de partout qui sont centenaires. On n'est pas à l'abri, je crois qu'on se met la tête sous l'eau là, mais enfin, on met une couverture sur
d'un incendie majeur dans nos régions. Et il n'y a pas d'eau, ou il y aura de moins en moins d'eau. Comment on fait ? Donc l'habitat léger, je suis d'accord, il faut trouver, parce qu'on ne pourra pas vivre avec des masses à millions d'euros si les écoles, c'est pas ces gens qui habitent là qui vont faire des gosses qui vont aller à l'école. Mais il se pose vraiment un problème de contexte physique dans les communes qui sont, comme Soudorgues, c'est que de la forêt. Et là, il y a un vrai problème. Comment on fait ? L'eau, l'incendie. C'est vrai qu'en fait, en même temps, si le pays, plus il est vivant, plus il y a des gens qui l'habitent et donc qui ont éventuellement des activités, pourquoi pas aussi l'agropastoralisme, pourquoi pas. En fait, quand tu habites dans un territoire, tu en prends soin aussi. Donc j'ai l'impression que le problème qu'on a, et même d'après les conférences qu'on a entendues, le problème de l'eau, c'est aussi qu'elle n'est pas, quelque part, elle n'est pas reliée aux humains. Elle est juste considérée comme un truc qu'on doit stocker, qu'il y en a trop, il n'y en a pas assez, mais elle n'est pas. On a arrêté de comprendre comment utiliser l'eau, ce que les anciens ont fait. À l'époque, même s'il n'y avait pas le réchauffement climatique, il y avait déjà ce climat méditerranéen de trop ou de pas assez d'eau et ils s'en sortaient très bien. Donc moi j'ai l'impression que plus on va permettre aux gens qui le souhaitent, parce qu'en plus il y a des gens qui le souhaitent, de venir dans ce mode de vie. Je veux dire, c'est super, on peut vivre en ville, on peut vivre en petite ville, en grosse ville, mais on doit pouvoir vivre aussi dans ces petits villages. Et s'il y a du monde, je pense qu'on aura moins de risques d'incendie, simplement parce que les gens, ils entretiennent autour de chez eux et tout ça. Enfin, moi, je vois comme ça. J'ai une question à Gécologie. C'est tout à l'heure, vous disiez que vous êtes devenu bailleur social aussi. Et j'aurais aimé savoir comment vous avez fait, qu'est-ce que ça... que vous développiez un peu ça. On a fait une demande à la préfecture qui nous a donné un agrément. Un agrément qui est dit PLS, donc du coup qui nous permet d'avoir donc un prêt PLS, et c'est du coup un prêt spécifique qui est lié au taux du livret A. Donc comme les bailleurs sociaux en fait, c'est-à-dire plus le taux du livret A est élevé, plus les bailleurs sociaux du coup ont un taux d'emprunt qui est plus élevé, plus le taux du livret A baisse, plus c'est bénéfique pour le bailleur social. Donc ça nous a permis ça en fait, et du coup d'avoir effectivement ce prêt sur 30 ans qui est indexé au taux du livret A. Voilà, donc après c'est des agréments de préfecture, et là, dans le Gard, on a réussi à l'avoir. On sait que dans d'autres départements, ça peut être plus ou moins compliqué d'avoir ces agréments au niveau de la DDT ou de la DDTM pour le Gard, quoi. Voilà. Mais c'est des demandes qui se font effectivement en préfecture pour pouvoir avoir cet agrément de faire du logement social, et donc du coup d'avoir une société qui se retrouve à être bailleur social. Voilà. D'abord, j'ai distribué un petit journal, le journal des possibles. Voilà, je vous conseille de le lire. C'est 32 réhabilitations intéressantes, frugales, qui vont tout à fait dans le bon sens. Ensuite, il y a un livre très intéressant et très concret sur des habitats différents. C'est « Halte à la spéculation sur nos logements », écrit par Isabelle Ray. Je vous conseille de le lire, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, j'ai monté moi-même des opérations autogérées il y a très longtemps, dans les années 70-80. Et je me suis rendu compte de la difficulté de ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... Il y a des moments où l'architecte devient le psychanalyste, et il faut régler des problèmes aussi bien juridiques que psychologiques que personnels. C'est assez difficile. Mais il faut vraiment avoir une sorte une personne intermédiaire entre les habitants et l'architecte ou les constructeurs, pour s'aider, sinon on n'y arrive pas, c'est trop compliqué. J'avais une question pour Anduze. Vous avez parlé du fait de réhabiliter le cœur ancien, et j'ai pas bien compris comment vous avez fait ça. Chez nous, on voit ça aussi dans le Sauniérois, où les maisons sont fermées dans le cœur de village. Souvent, c'est des propriétaires locaux et ils veulent surtout pas vendre en fait. Donc, comment vous vous y êtes pris et avec quel dispositif ? Le fait que dans le PLU, on limite drastiquement l'étalement urbain,
Ça a fait réaliser aussi à certains propriétaires ou certains investisseurs locaux qu'on leur a dit maintenant c'est là qu'il faut investir. Il ne faut plus chercher à faire des lotissements, c'est plus possible. Donc il faut investir dans le cœur ancien. Déjà, mais c'est parce que c'était impossible aussi de le faire autour, dans les zones autour. Et puis on est aidé par le fait qu'il y a une opération d'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a des aides en ce moment on encourage les gens à le faire. Donc maintenant, ne pas laisser passer ce moment. Voilà, donc on a mis à disposition des locaux, des bureaux, pour que tout ça soit bien accessible, que les gens ils soient accompagnés dans les dossiers, tout ça, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, on a mis en place ça de sorte que ça soit facilité pour les investisseurs ou les propriétaires de locaux, enfin occupants, de rénover leur maison, de l'améliorer pour avoir envie d'y rester ou d'y revenir ou de le louer. Voilà. Je sais pas, Jean-Pierre, si tu veux ajouter quelque chose. Le responsable de l'OPA, il est là, c'est pour ça. Simplement que voilà, on a eu grâce à l'OPA, à la fois effectivement pour compléter, non seulement des propriétaires occupants assez peu finalement, mais aussi des propriétaires bailleurs qu'on a fini par convaincre. C'est très long, très difficile. Il y a des blocages qui sont difficiles à comprendre. Parfois, les gens préfèrent avoir laissé des immeubles vides en disant bon, on verra. Alors là, c'est vrai que l'OPA a beaucoup aidé parce qu'on leur dit attention, vous avez 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans. Donc là, effectivement, on arrive presque au bout et les gens se réveillent vraiment en dernière minute parce qu'ils sentent que c'est la fin. Ça a aidé. Mais la bonne surprise, c'est qu'on a eu, en plus de ces gens, beaucoup d'investisseurs privés qui sont venus proposer aux gens d'acheter des immeubles parce qu'il y avait ces aides et que ça les intéressait. Donc c'est vrai que ça a été un moteur très important. Et en plus, on s'est rendu compte que des investisseurs hors OPA, parce qu'ils trouvaient que c'était trop compliqué, les papiers, les machins, tout, se sont quand même lancés dans des rachats ou dans des rénovations lourdes. Et quand Geneviève Blanc disait qu'il y a eu 15 logements rénovés, c'est 15 logements créés, parce que c'était des logements vacants. Donc là, c'est simplement les logements qui ont fait l'objet d'une sortie de vacances. Donc il y a eu en plus d'autres chantiers. Mais voilà. L'intérêt de l'OPA, pour compléter, c'est que c'est obligatoirement de la location à l'année. C'est pas de la location touristique. Ceux qui ont voulu rénover pour faire de la location touristique, ils sont hors aide. Voilà, donc ça c'est intéressant pour ça aussi. Et moi j'avais une question sur un peu toutes les informations, les démarches que vous avez faites, tout justement ce stock d'informations. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut accéder à justement quelles sont les démarches que vous avez faites, quelles sont les aides que vous avez pu avoir, enfin toutes les informations de vos différents projets pour justement accéder et potentiellement en créer des nouveaux. Et après c'est intéressant de faire le tour de la France et d'aller voir un peu tous les projets et de discuter avec les gens, mais je me dis que ce serait super chouette d'avoir un peu un regroupement de toutes ces informations. L'association Amo Léger qui nous accompagne, elle a un site où en fait sont décrits tous les projets qu'ils accompagnent, et du coup je trouve que c'est assez bien fait. Ça veut dire aussi qu'on a en fait les noms des communes, les collectifs qui recherchent éventuellement d'autres habitants, voilà, et ça donne en tout cas des adresses, des noms, des contacts. Donc, voilà, donc Amo Léger, c'est pas compliqué, Amo Léger, et vous tombez sur leur site et il est assez bien fait. Voilà. Pour l'habitat participatif, il y a 2 structures nationales qui en fait animent le mouvement de cette nouvelle façon d'habiter. Vous avez deux associations. La première s'appelle Habitat Participatif France et le deuxième Coopérative Oasis. Ces 2 organismes travaillent ensemble et ont une base de données dans laquelle vous trouvez énormément de choses, des détails sur les sites les réalisations existantes, les réalisations qui cherchent du monde. Et en plus, Coopérative Oasis a tout un système pour vous permettre, par exemple, d'aller passer une semaine
dans un habitat participatif qui suivent. Et il y a aussi un système de formation sur l'année avec des visites, mais aussi des réflexions et des groupes de travail. Donc, allez voir ces deux organismes, vous avez déjà beaucoup de matière sur l'habitat participatif. Comment faire projet ensemble et quels outils vous avez utilisés pour justement arriver à vous entendre entre vous et arriver à dépasser en fait les frictions ou les frustrations, et quels outils concrets vous avez utilisés, quelles références vous pouvez éventuellement nous partager. Ce qu'il faut dire aussi en dehors des sites dont je viens de parler, c'est qu'à travers le territoire français, il y a des organismes qui se sont donnés comme rôle d'accompagner des groupes comme le nôtre. Certains ont des difficultés, mais il y en a qui fonctionnent bien. Et on a été, quand on a démarré, aidé par un groupe comme ça. On a mis un peu de sous pour avoir des intervenants qui nous fassent réfléchir à ce que c'est de s'embarquer dans notre aventure. Et donc, en Occitanie, il y a un organisme qui vient de s'arrêter, malheureusement, qui s'appelait AFAB, et il y en a sûrement d'autres. Donc, pour décrire rapidement comment on s'est pris, on a fait des réunions au départ avec eux, animées par eux, tous les mois. Donc, les premiers groupes, les premiers membres de notre groupe sont venus, j'en ai fait partie, j'étais à l'époque à Paris, j'ai fait des voyages chaque mois pour participer à des rencontres animées par des gens comme ça. Et ensuite, on a commencé sur un lieu et on a fait notre propre publicité de manière à faire savoir qu'on existait. Et on a commencé à élaborer, sans habiter ensemble, mais avec des réunions également tous les mois, où on faisait monter en régime notre projet. Voilà. Pardon ? En fait, on s'est aussi formé en communication non violente au niveau du groupe, financé par le Fonds de développement de la vie associative essentiellement. Voilà. On a fait des demandes d'FDVA pour pouvoir se former en CNV avec des formateurs CNV agréés. Donc ça, c'est aussi pour apprendre à bien s'engueuler. Voilà. Et nous, on n'a rien fait, on a été accompagnés par personne, donc on s'est tout débrouillé, mais on s'est quand même appuyé sur le fait qu'on se connaissait quand même bien, qu'on avait déjà plein de pratiques ensemble, comme genre juste faire des chantiers collectifs régulièrement, se retrouver autour du village et tout. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a aussi ce souci, je vois que c'est très différent de pérenniser en fait le fait de faire du locatif et de le faire quand la propriété est à une association. C'est aussi l'idée que ces biens ne soient pas revendus, donc qu'ils restent vraiment dans le pot commun. Et notre façon d'habiter, c'est plutôt un peu le modèle du village quand même en fait, vu qu'on est un tout petit village, donc on a peut-être moins besoin de réinventer la vie ensemble, parce que notre modèle, c'est un peu être voisins et villageois ensemble, quoi, dans le village. Et aussi, juste pour préciser, de ce truc de sortir de la spéculation et que les biens durent dans le temps. Parce que là, nous, on voit que la communauté de communes revend une maison sur notre village et qu'à la logeuse, on est une association et qu'en fait, on a le souci de pérenniser, vu que c'est quand même l'objet de notre asso. Du coup, on réfléchit, par exemple, on a réfléchi à monter un fonds de dotation, ou en tout cas, on est en lien, sinon, avec un fonds de dotation dans lequel on pourrait basculer nos propriétés.
Enfin voilà, il y a des recherches en cours et ça c'est aussi normal. Enfin voilà, l'association n'est pas complètement faite pour faciliter tous les transferts d'argent qui sont liés à une propriété. Même si là, nous, il y a personne qui a mis, personne ne peut récupérer. Il n'y a pas de part sociale dans une association, donc en fait c'est quand même périn d'une manière, mais on voulait garantir un peu plus sur au-delà de notre propre existence, les maisons, qu'elles soient jamais revendues, quoi. Du coup, voilà, pour ça, si vous avez envie de creuser l'histoire du fonds de dotation, c'est un bon outil aussi. C'est une fondation simplifiée, voilà. Oui, là, nos projets sont très semblables, puisque, comme on vous l'a expliqué, on ne peut pas revendre notre logement. On a un système avec une société dont on est collectivement propriétaire, et quand on s'en va, cette société nous rend nos parts et les revend à celui qui va nous suivre. Donc on peut être dans un système de propriété collective et en même temps ne pas du tout être et même combattre la spéculation immobilière. Je vais rebondir sur le sujet de la visibilité des habitats participatifs, Habitat Participatif France par exemple. Et donc en fait moi je représente une association qui est à l'ODEV et à Paris. Et du coup je travaille avec un architecte qui a 94 ans, qui du coup nous a légué, on fait l'association ensemble, il nous a passé une maison de 300 mètres carrés et lui c'est un des premiers, voire le premier qui a fait de l'habitat participatif à Paris, du coup le Buisson Saint-Louis en l'occurrence. Donc Philippe qui a quasi créé aussi Habitat Participatif France. Ce que je voulais vous dire à tous, c'est que si jamais vous avez envie de faire des interventions comme vous le faites aujourd'hui, nous on ouvre un lieu en fait qui a envie de mettre en lumière des habitats participatifs. Donc c'est une des thématiques dans lesquelles on a envie d'aller en tout cas. Et hormis les projets qu'il a fait dans le passé, on a aussi envie de mettre en lumière des projets ruraux. Donc on fait aussi des choses à l'ODEV, mais là pour le moment c'est plutôt à Paris qu'on est en train de développer les choses. Donc ça fait 3 semaines qu'on a ouvert. Et donc si jamais vous avez, pour certains d'entre vous, envie de faire des conférences, des tables rondes autour de ces thématiques, on cherche aussi des formateurs en éco-construction et on a la possibilité de faire dormir les gens sur place, on a des chambres. Donc voilà, c'est juste pour ouvrir le sujet sur le fait qu'on a envie de donner de la visibilité et la capitale peut aussi donner cette possibilité-là à des moments. Bon, moi je suis de l'ODEV au Salagou, donc voilà, mais voilà, j'ouvre juste la parole, ce sujet-là, si vous voulez, vous venez vers moi et je vous donnerai des infos. Voilà, merci. Ma question se pose surtout par la rénovation du bâti ancien sur la commune d'Anduze ou d'autres collectivités. À partir du moment qu'on va avoir des investisseurs privés qui vont venir sur des biens du social, ils cherchent essentiellement une rentabilité. La rénovation, c'est la rénovation à la va-vite, donc il n'y a pas de respect du bâti ancien. On va utiliser essentiellement des matériaux type placo et tout ça qui sont, on sait très bien, à long terme très mauvais. Est-ce que les collectivités locales souhaitent mettre en place des systèmes de contrôle relativement drastiques de façon à ce qu'on utilise vraiment et qu'on retape notre bâti ancien et qu'on valorise notre patrimoine avec des matériaux, tous les types de matériaux qui sont de bonne qualité, écologiques, de façon à ce que les gens puissent habiter dans des habitats sains. Parce qu'on a eu la problématique avec les aides à l'habitat, à l'ANA et des choses comme ça. Moi, j'habite sur Alès, dans le Faubourg du Soleil, il y a des centaines de milliers d'euros qui ont été investis. Et quand on voit l'état du bâtiment et que les planchers ils sont prêts à tomber parce que on veut de la rentabilité, quel pouvoir avez-vous et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement par rapport à ces problématiques de contrôle voilà. Nous, Anduze, en plus, la particularité, c'est qu'on est classé, il y a des bâtiments historiques, donc on est dans un périmètre classé, ce qui fait que il y a l'appui des bâtiments historiques pour de l'ABF pour imposer quand même certaines choses. C'est pas facile, hein, il vous le dira mieux que moi, parce que c'est lui qui suit les dossiers, Monsieur Samama, mais bon, voilà, il y a ça, et effectivement, les aides sont quand même conditionnées. Après, ça dépend
dépend aussi quel type d'investisseurs on souhaite accueillir, favoriser. Je veux dire, c'est vrai que on a sur Anduze, c'est plutôt des petits investisseurs, des gens qui sont de Monoblé, de Saint-Jean, voilà, c'est pas un groupe qui vient, qui achète une rue et qui fait comme on n'a pas ça, hein, c'est pas ce qu'on recherchait non plus, donc voilà. Mais bon, malgré tout, c'est des discussions parfois compliquées. Il va vous expliquer. Oui, en fait. Ça marche là? Non, ça marche pas. Si. En fait, effectivement, il y a deux types de projets. Ceux qui sont pris dans le cadre de l'OPA, où là, il y a un bureau d'études qui impose des prescriptions sur le. Alors, c'est vrai que ça va essentiellement sur les normes d'habitabilité, la salubrité, etc. Je pense qu'il y a assez peu de contraintes sur ce que vous dites, effectivement, des usages de matériaux comme le placo, etc. Ça, on ne peut pas effectivement imposer ça. Ensuite, sur ce type de projet aidé dans l'OPA, il y a le côté extérieur. Alors là, tout le ravalement, comme disait Mme Blanc, on a la chance d'avoir l'architecte des bâtiments de France qui est aussi présent et qui permet de nous dire mais c'est l'architecte des bâtiments de France qui impose. En plus, la commune, on a la chance quand on est arrivé à la commune en 2020. Juste avant, il y a eu un cahier de prescription architecturale qui avait été voté par la précédente municipalité à l'unanimité et qui impose aussi un certain nombre de règles. Alors c'est vrai qu'encore une fois, c'est des règles plus sur l'extérieur. Voilà, sur l'intérieur, c'est vrai qu'on est un peu démunis. Deuxième point que je voulais ajouter sur les investisseurs privés, c'est vrai que c'est important de dire que le centre d'Anduze actuellement est quand même très dévalorisé, très paupérisé, donc c'est pas un endroit où on a aujourd'hui des risques de gentrification importants. On l'aura peut-être dans 20 ans. Je ne sais pas s'il faut dire qu'on peut l'espérer, parce que ça voudrait dire qu'Anduze se sera un petit peu amélioré du point de vue de l'aspect. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui se pose. Donc les investisseurs privés, comme tu as dit, c'est des petits investisseurs et qui n'ont pas espéré des rendements exceptionnels. Les loyers sont ce qu'ils sont sur le centre d'Anduze. Donc de toute façon... Voilà, mais vous n'avez pas tort sur ce sujet. Et donc peut-être une dernière question et on va pouvoir clôturer la table ronde. C'est pas trop une question, c'est plutôt une réflexion. Je pense aux personnes âgées qui ont des vieux bâtiments qui sont fermés, par exemple un centre de Saint-Jean-du-Gard, à qui on dit non, vous ne pouvez pas louer parce que la DPE ne passe pas, et qui n'ont pas la possibilité d'investir pour mettre aux normes leurs bâtiments. Donc ils restent fermés. Ils préfèrent les laisser fermés parce qu'ils ne peuvent pas les restaurer pour qu'ils soient loués, tout simplement. Et s'ils avaient des aides, il faudrait qu'ils avancent l'argent avant de trouver le financement qui reviendra. Donc je pense à ces gens-là qui laissent fermer leurs maisons parce qu'ils ne peuvent pas les louer. Effectivement, il arrive un moment où, normalement, Saint-Jean-du-Gard est en train de faire des études pour avoir accès à une OPA, comme Anduze. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait des aides pour ces personnes-là. Néanmoins, il y a quand même une avance à faire et une participation. À un moment donné, nous, on a été amenés à discuter avec des personnes qui étaient logées par ailleurs et qui avaient des biens anciens d'Anduze qui se dégradaient. Et on a été amenés à discuter avec eux pour leur expliquer qu'il valait mieux se séparer de ce bien, le vendre pour qu'il soit rénové et qu'il serve à de l'habitat. Alors, ça s'est fait parfois. Ça, c'est quelque chose... bon, pas de suite, mais il y a quelques immeubles qui ont été vendus et donc remis dans le parc locatif de cette manière-là. Voilà. Bon, j'en profite puisque j'ai le micro pour vous dire que vous êtes tous invités, si vous le souhaitez, à une journée sur l'habitat à Anduze. Au départ, on avait prévu un événement sur l'habitat ce week-end. Et donc, on l'a déplacé pour pouvoir participer ici à la Convergence des Loutres et en même temps pour que finalement notre journée, qui est beaucoup moins ambitieuse que votre week-end, soit
peut-être un prolongement plus assez concret et différent d'une certaine manière, en tout cas sur Anduze, de ce qui aura pu être dit ici. Donc il y a une table ronde aussi qui aura lieu, mais des ateliers, des visites du théâtre aussi sur la question à partir d'un viager, hein, donc une pièce de théâtre qui a été faite en résidence à Anduze et qui sera encore participative le jour même sur 3 temps dans la journée. Des ateliers ouverts, le CPIE qui sera présent avec un trivial poursuite habitat. Enfin voilà, ça sera dans Anduze, visite de rénovation, justement, de maisons rénovées, de façades, de copropriété. Puis ça finit par un film sur un héritage de maison, un film de Clapiche, voilà.